Tout au long de l'histoire, il y a eu des structures mystérieuses qui semblent impossibles à expliquer, comment d'énormes pierres ont été mises en place, comme par magie. De cette étrange structure rocheuse sous-marine aux allures de ville abandonnée, à une série d'énormes boîtes en forme de cercueil en Égypte, ces étranges formations continuent de dérouter les experts. À quoi servaient-ils et qui les a construits? Commençons par ce lieu mystérieux qui effrayait même les scientifiques. Numéro 1. La grande pyramide de Cholula, dans l'ancienne ville de Puebla, au Mexique, une immense montagne domine le paysage depuis des siècles, ou du moins c'est ce que l'on pensait. En réalité, c'est bien plus qu'une montagne. Lorsque l'explorateur espagnol Hernán Cortés arriva dans la ville antique, il la prit d'une main ferme, la pillant jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus personne pour le combattre. Il fit alors construire une église au sommet de cette montagne, église qui s'y trouve encore aujourd'hui. À l'insu de tous, la montagne cachait en réalité la plus grande pyramide du monde. Oubliez la grande pyramide de Gizeh, celui-ci est beaucoup plus gros. À titre de comparaison, la pyramide d'Égypte mesure un peu plus de 230 mètres à la base, avec une hauteur initiale de 138 mètres, tandis que la pyramide de Cholula mesure 66 mètres de haut, mais mesure 450 mètres à la base. Bien que la pyramide de Gizeh soit sensiblement plus haute, la taille de la pyramide de Cholula dépasse sans effort le monument égyptien. Cependant, la pyramide entière était faite de bouée. Au fil du temps, elle s'est recouverte de végétation. Les historiens estiment que la construction a duré des siècles, chaque génération ajoutant son propre style architectural au monument. Aujourd'hui, elle est reconnue comme la plus grande pyramide du monde, un monument si énorme qu'on l'a confondu avec une montagne. Numéro 2. Nous savons que les anciens habitants de l'Écosse s'appelaient les Pictes, mais c'est presque tout ce que nous savons d'eux. Presque tout ce que nous pensons savoir sur cette race provient de documents romains biaisés, ce qui rend notre prochaine découverte encore plus importante. Il s'agit d'une pierre picte sculptée et gravée qui a été trouvée à proximité du site probable d'une ancienne bataille qui a conduit à la fondation de l'Écosse que nous connaissons aujourd'hui. Pour être plus précis, la découverte a été faite dans un champ à Aberlemno, près de Forfar. Les marques sur sa surface ont été interprétées comme des représentations de scènes de la bataille de Nechtansmer, survenue au 7e siècle. La bataille a vu le roi picte Bridey mac Billy vaincre Ecgfrith, roi des Anglo-Saxons. La défaite a empêché les Anglo-Saxons d'avancer plus au nord et a fourni suffisamment d'espace et de temps à l'Écosse pour former le territoire que les Anglo-Saxons tentaient de revendiquer. Les Pictes n'avaient pas de langue écrite et n'ont laissé pratiquement aucune trace historique, ce qui rend cette pierre aussi rare que possible. Numéro 3. Peu de légendes fascinent autant l'imagination qu'Eldorado, une mythique cité d'or que l'on dit cachée au cœur des Amériques. L'Eldorado, originaire des traditions muiscas de Colombie, était associé à des richesses incalculables et sans précédent. Pendant des années, les explorateurs européens, inspirés par les récits de conquête et de pillage des civilisations aztèques et incas, ont entrepris de périlleux voyages dans des territoires inexplorés à la recherche de cette métropole légendaire. L'attrait d'Eldorado est né des réalités de la conquête espagnole dans les Amériques. Le pillage des cultures indigènes, qui a produit d'énormes quantités d'or et d'autres richesses rares, a alimenté l'hypothèse selon laquelle des fortunes encore plus importantes étaient cachées quelque part dans les vastes étendues du Nouveau Monde. Le terme « Eldorado » est dérivé du rituel muisca de « l'homme d'or », dans lequel un chef était décoré de poussière d'or et d'offrandes sacrées avant d'être cérémonieusement jeté dans le lac Gatavita. Cette pratique, observée par les conquistadors espagnols, a cimenté l'idée d'une ville entièrement recouverte d'or. L'une des missions les plus remarquables à la recherche de l'Eldorado a été dirigée par Gonzalo Pizarro. Pizarro et ses troupes partent de Cusco, au Pérou, dans la dangereuse forêt amazonienne, faisant face à d'énormes obstacles, notamment un terrain accidenté, des maladies et la résistance des tribus. Malgré des recherches approfondies et des interrogatoires sévères de la population indigène, l'expédition n'a pu trouver aucune preuve tangible de la ville mythique. Le groupe s'est dispersé et Francisco de Orellana a continué à descendre le fleuve Amazone,
devenant finalement le premier Européen à le traverser entièrement. Les descriptions d'Orellana des villes indigènes et des puissantes femmes amazoniennes ont stimulé l'imagination européenne, même si elles n'ont pas atteint les richesses promises par Eldorado. Les historiens sont devenus de plus en plus sceptiques quant à l'existence de l'Eldorado sur la base des rapports européens. L'Amazonie était considérée comme impropre aux civilisations à grande échelle, et beaucoup ont rejeté les histoires d'Orellana comme des exagérations créées pour plaire à la couronne espagnole et éviter les accusations d'abandon de Pizarro. Cependant, des découvertes archéologiques ultérieures remettent en question cette vision. Les fouilles près du cours supérieur du fleuve Ing ont révélé d'énormes terrassements et routes indiquant d'importantes populations précolombiennes. Les géoglyphes observés depuis les satellites indiquent un réseau de villages interdépendants s'étendant sur des milliers de kilomètres, compliquant notre compréhension de l'histoire de la région. Cependant, ces découvertes ne reflètent pas la majesté de l'Eldorado. Les tactiques autochtones visant à tromper les envahisseurs ont probablement alimenté le mythe, décrivant la ville comme toujours hors de portée. Malgré cela, la fascination pour les villes oubliées continue de pousser des explorateurs comme Percy Fawcett à plonger dans les profondeurs de l'Amazonie à la recherche de la ville de Z. Numéro 4. Nous avons une découverte égyptienne pour vous. Il s'agit de la remarquable découverte d'une série de bâtiments administratifs et de silos à Kom-Ombo, sur les rives du Nil. À l'époque égyptienne antique, cette partie du pays était connue sous le nom de Nopt, un nom qui se traduit par « la ville de l'or ». De nombreux bâtiments et pièces récemment découverts peuvent être datés de la première période intermédiaire, qui a commencé en 2180 avant JC, et a duré jusqu'en 2050 avant JC. Les 20 silos du site semblent avoir été utilisés pour stocker des céréales. Le nom, Cité d'or, vient du fait que cet endroit était autrefois un centre vital d'activité commerciale dans l'Égypte ancienne, mais pendant ces années de boom, il était également important en tant que centre agricole. Cependant, les gens qui ont acheté leurs céréales à Nopt ont peut-être reçu plus que ce qu'ils avaient négocié, car les archéologues ont trouvé des os de rats et des excréments de rats fossilisés à l'intérieur des silos, ce qui indique que l'infestation de rongeurs était un problème sérieux. L'argent gagné à Nopt a servi à la construction du temple de Kom-Ombo, dédié au dieu crocodile Sobek et qui constitue l'une des structures les plus remarquables de la région. Numéro 5. Une surprenante percée archéologique en Amazonie équatorienne a révélé un vaste réseau de villes anciennes datant de plus de 2500 ans. Cette découverte révolutionnaire, menée par l'archéologue Stephen Rostin et son équipe, remet en question les perceptions traditionnelles de la forêt amazonienne comme une nature sauvage, révélant un paysage urbain sophistiqué qui s'épanouit en harmonie avec son environnement. Grâce à la technologie LIDAR avancée, les chercheurs ont scanné la dense forêt amazonienne et découvert environ 6000 plateformes rectangulaires et un système routier complexe s'étendant sur 300 km². Ces villes, construites autour de places et de centres cérémoniels, ont démontré un niveau de conception urbaine et d'ingénierie similaire à celui des civilisations anciennes comme Rome. Les routes, certaines mesurant jusqu'à 10 mètres de large et s'étendant jusqu'à 25 km, ont été planifiées avec précision en ligne droite reliées à angle droit, démontrant une compréhension sophistiquée de l'adaptation au paysage. Cette découverte se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par son âge. Ces villes sont antérieures d'environ 1000 ans à tout autre site amazonien complexe connu, florissant à partir d'environ 500 avant JC. Jusqu'à son mystérieux abandon entre 300 et 600 après JC. À leur apogée, ces villes auraient pu abriter jusqu'à 30 000 habitants, ce qui en faisait de grands centres métropolitains comparables à Rome, Londres. La civilisation qui prospérait dans ces villes, probablement les cultures Kilo et Upano, était hautement spécialisée. Ils ont utilisé des pratiques agricoles innovantes, cultivant du maïs, des patates douces et des haricots dans des champs en terrasse. Cette gestion durable des terres reflète leur profonde connaissance de l'environnement et contribue à préserver les techniques agricoles des communautés autochtones actuelles de la région. Au-delà de sa valeur archéologique, cette découverte remet en question les récits historiques de l'ère coloniale en montrant des civilisations avancées qui prospéraient en Amazonie bien avant le contact européen.
Il souligne la nécessité de maintenir et de comprendre les connaissances et les traditions autochtones qui ont façonné la région amazonienne au fil des millénaires. À mesure que l'intérêt pour la vallée du Pano se développe, les activités d'écotourisme et de conservation gagnent du terrain. La vallée, avec ses vues imprenables sur la rivière Upano, ses imposantes falaises et le volcan Sangay adjacent, présente un potentiel de destination future pour les voyageurs désireux de voir ces merveilles anciennes par eux-mêmes et de participer à l'héritage vivant des peuples amazoniens. Numéro 6. Nous commençons par un artefact qui a été découvert dans un mausolée de l'époque des royaumes combattants en Chine en 1990. Le cristal est couramment utilisé dans les verres et la vaisselle aujourd'hui, mais jusqu'à la découverte du cristal des royaumes combattants, nous n'avions aucune idée que le cristal, la technologie derrière une vitre, était accessible aux membres de l'élite de la société chinoise il y a 2200 ans. Le verre ressemble à un verre moderne et est étonnamment bon état pour son âge. Il mesure 15 cm de haut avec une ouverture ronde au sommet et est fabriqué en cristal naturel de haute qualité. Il est considéré comme si important en Chine qu'il est répertorié comme l'un des 64 objets anciens qui ne sont jamais autorisés à quitter le pays. Cet objet précieux a été découvert dans la province du Henan, à environ 60 cm sous terre, à l'intérieur de la tombe d'un inconnu. C'est le seul verre de cette époque qui ait été découvert en Chine, mais il se brise si facilement qu'il n'est probablement pas surprenant qu'on n'en ait pas encore trouvé d'autres exemplaires. La vraie question est de savoir comment il a été fabriqué, et c'est une question à laquelle les experts d'aujourd'hui n'ont pas encore répondu. Numéro 7. Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, construit vers 3200 avant JC. Il fait partie du complexe Brunabouan, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombes de Knowth et Dowth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les monts Mourne et Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme, utilisée pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant son utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe. Les archéologues pensent que Newgrange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blanc, et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentue encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que Newgrange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celles de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de Newgrange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de Newgrange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat-bord, ont une signification rituelle au-delà de la décoration. Numéro 8. Sacsayhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, ce complexe massif culmine à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Sacsayhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche, composés d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier.
La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question reste de savoir comment elle a été transportée et sculptée de manière complexe en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque. L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco, suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag, qui imitent les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas. La construction de Sacsayhuaman est remarquable étant donné que les constructeurs Incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celle de Vince Lee, ont tenté de reproduire la précision des maçons Incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction. Au fil des siècles, Sacsayhuaman a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuaman. À l'ère moderne, Sacsayhuaman est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Inti Raymi, le festival Inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition Inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 9. Dans les profondeurs de la mer d'Oman, près de la côte ouest de l'Inde, se trouve une énigme sous-marine qui captive l'imagination des explorateurs et des archéologues depuis des décennies, la ville engloutie de Dwarka. Cette ancienne métropole, mentionnée dans les anciens textes hindous comme le royaume de Krishna, se trouve partiellement submergée sous les eaux du golfe de Kutch, révélant un monde qui semble avoir été sorti des pages du mythe. Les premiers signes de cette cité perdue sont apparus en 1988, lorsqu'une équipe d'archéologues marins a découvert des restes de structures en pierre sur les fonds marins. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, ils commencèrent à mettre au jour un labyrinthe de rues, de murs et de plateformes qui suggèrent l'existence d'une ville prospère et sophistiquée. Cependant, ce qui rend Dwarka vraiment mystérieuse, c'est la légende qui l'entoure. On pense qu'il s'agit de la même ville décrite dans le Mahabharata, le texte sacré épique hindou. Selon les écritures anciennes, Dwarka a été construite par le dieu Krishna et était un lieu d'une grandeur sans précédent, avec des palais majestueux et des avenues ornées. La ville aurait été si splendide que ses habitants vivaient dans un état de paix et de prospérité. Mais, comme le raconte le mythe, Dwarka a été emporté dans l'océan par une série d'événements catastrophiques, plongeant dans les profondeurs par une nuit sombre. Les restes découverts sous l'eau semblent corroborer une partie de cette légende. Les ruines présentent des techniques avancées d'urbanisme et de construction qui défient la compréhension conventionnelle de l'époque à laquelle Dwarka est censé avoir existé. Des blocs de pierre, alignés avec une précision qui défie toute explication, et la preuve d'un réseau de canaux souterrains suggère une connaissance surprenante de l'ingénierie et de l'urbanisme. Cependant, le mystère demeure. Des études datent les structures entre 1500 avenues et 2000 avant JC, mais les questions sur comment et pourquoi la ville a coulé restent sans réponse. Était-ce une catastrophe naturelle? Ou y a-t-il une histoire inédite derrière la chute de ce royaume légendaire? À mesure que la technologie progresse, les archéologues continuent d'explorer et de fouiller les eaux de Dwarka, à la recherche de nouveaux indices sur son histoire et ses secrets. Mais pour l'instant, la cité engloutie de Dwarka reste un lieu enveloppé du mystère des mythes anciens et des vagues de la mer, une fenêtre sur un passé perdu qui attend toujours d'être pleinement révélé. Numéro 10. Yonaguni est-il un monument naturel où les caractéristiques détaillées suggèrent une ancienne civilisation marine? Découvert en 1987 près des îles Ryukyu au Japon,
Ce site sous-marin s'étend sur plus de 150 pieds, soit 46 mètres, et présente des structures rocheuses de formes distinctes telles que des marches et des blocs. Alors que certains géologues y voient des formations naturelles causées par l'activité sismique, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un établissement néolithique qui a été submergé par l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire. Bien que son origine reste un mystère, Yonaguni fascine par ses caractéristiques intrigantes. Les plongeurs rencontrent des surfaces qui soulèvent des questions sur leur nature. S'agit-il de marques humaines, d'usures naturelles ou de symboles anciens? Comme la mystérieuse Atlantide, Yonaguni évoque la curiosité des profondeurs marines.